Salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, la 19e si je dis pas de bêtises. Il faudra que je regarde le petit compteur. On est de retour pour parler basket après une longue pause. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait d'émission. On en est désolé, mais on revient pour parler basket avec vous. J'espère que vous avez suivi la NBA actuellement. On est sur une semaine, même des semaines, un mois d'avril, on va dire, assez incroyable, des grosses prestations. On en parlera bien évidemment dans les prochaines semaines. Ce soir, on a voulu se concentrer sur une émission un petit peu spéciale, sur un gros débat, un très gros débat, même si je peux le dire comme ça, puisqu'on va parler des pivots, on va parler des intérieurs plus globalement. On va débattre sur toute cette notion de jeu à l'intérieur, sur cette modernisation de la NBA ou pas d'ailleurs. Ça nous donnera l'occasion de parler des deux monstres qui s'affrontent pour le trophée de MVP en ce moment. Nikola Jokic d'un côté, Joel Embiid de l'autre. On va parler de joueurs aussi très talentueux comme Zion Williamson, de Rudy Gobert. On va parler des intérieurs modernes comme Kat, comme Randle qui carbure avec les Knicks, etc., etc., des postes 4, des postes 5. On va avoir du titan un petit peu dans cette émission spéciale. Pour en parler avec moi, je ne suis pas tout seul, je vais vous les présenter. Ils font leur grand retour aussi, ça me fait plaisir de les avoir. À commencer par mon cher Théo Akar. Théo, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Écoute, ça va. On a pu profiter des magnifiques prestations de Chef Curry, qui a décidé que c'était trop facile la NBA. Je pense que lui, surtout qu'il joue en mode rookie, parce que là, il en a plus rien à foutre. Il met 45 points sur qui il veut. Donc, merci Steph de nous laisser profiter de ça. Et très, très heureux d'être de retour dans Time Out. Et tu l'as dit, si vous n'avez pas encore regardé les perfs de Steph, moi je sais que je suis du genre à me dire non, mais la 7000, il ne pourra pas mettre autant, je ne vais pas forcément le regarder. Eh ben non, qu'est-ce qu'il fait? Il t'en met 10 de plus et il te pète des records et il t'éclate tout le monde pour le Chef Curry. Et puis, un autre retour aussi, ça me fait plaisir de l'avoir avec son beau t-shirt orange. Je suis là, mon cher Thomas. Thomas, comment tu vas? Thomas Morval, le fameux, le cher. Ouais. Bah écoute, ça va très bien. Je suis content de retrouver Time Out, hein. Ça faisait longtemps, comme tu l'as dit. Donc c'est cool. On a une bonne petite émission là, donc c'est sympa. Et puis on pense aussi à tous les chroniqueurs qui écoutent l'émission et qui n'ont pas pu participer. Vous les retrouverez bien évidemment dans les prochaines. On va reprendre un rythme normal sur les prochaines semaines, là, sur la dernière ligne droite avant les playoffs. Et puis voilà, il y aura pas mal de choses à dire, pas mal de choses à débattre. La NBA continue et on est là pour vous. Je vous rappelle quand même, avant de lancer cette émission spéciale sur les intérieurs et sur les pivots, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, si vous ne le savez pas, sur Twitter, timeout-8 on air, sur Facebook et puis sur Instagram surtout, timeout NBA podcast. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur YouTube avec les visuels de l'émission, nos petites tronches aussi qui apparaissent pour voir quand on parlera de Karl Anthony Towns, de voir les gros yeux de Thomas sortir de leur orbite. N'hésitez pas à regarder sur YouTube. Vous pouvez nous réécouter aussi sur toutes les plateformes de stream. Voilà pour le petit instant promo. Messieurs, perdons pas plus de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Une émission vraiment spéciale aujourd'hui. On va bouffer du titan aujourd'hui. On est parti pour cette émission spéciale de Time Out tout de suite. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on commence, messieurs, cette émission avant de parler de ces pivots dans une deuxième partie d'émission, comme je vous ai dit, avec Jokic, avec Embiid, Rudy Gobert, et puis tous ces pivots dominants ou pas. On définira un petit peu cette notion ensemble. Vous me donnerez votre avis. Je voudrais quand même, pour commencer, tout simplement, sur cette grosse émission débat, avoir votre avis sur cette question de retour du jeu à l'intérieur. La NBA évolue pas mal. On le sait qu'il y avait un jeu orienté à l'intérieur à l'époque, dans les années 80, 90. On a parlé de Stephen Curry qui est un peu le symbole de ce jeu les Warriors, les Rockets aussi, qui ont eu tendance à faire passer le jeu sur les côtés, sur les ailes, le shoot à 3 points. Depuis quelques saisons, messieurs, on parle du retour d'un jeu à l'intérieur avec
avec certains pivots, avec certains postes 4. Je voudrais avoir votre avis général, global sur ce retour ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Théo, quand je te parle de retour de jeu à l'intérieur, qu'est-ce que tu me dis? Oui, non, vous racontez n'importe quoi. Quel est ton sentiment avec cette notion-là? Moi, c'est assez clair. Pour moi, c'est non. Dans le sens où, oui, on retrouve maintenant des intérieurs qu'on dit dominants, en tout cas des intérieurs de très haut niveau, que tu as déjà cités, donc Joel Embiid, Jokic, Kat, etc., tous ces joueurs-là. Oui, maintenant, on a retrouvé des intérieurs, en tout cas de très haut niveau. Maintenant, le jeu est tellement différent que ce qu'il était dans les années 80, 90 ou même dans les années 70, où un joueur comme Karim Abdul-Jabbar dominait la ligue. Moi, je ne parle pas de retour intérieur parce que pour moi, le jeu reste quand même axé sur une haute circulation de balles avec beaucoup de shoots où malgré tout, même les équipes avec un gros intérieur sont souvent construites avec beaucoup de shooters autour, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années que tu as citées, dans les décennies que tu as citées avant. Donc moi, je pense que c'est juste une évolution du jeu où dans cette ère où on a privilégié le shoot à 3 points d'Analytics, de Daryl Morey, etc., où les intérieurs réussissent enfin à trouver leur place dans ce style de jeu-là, à s'adapter aussi à ce qu'on leur demande. Donc on voit que la plupart maintenant des grands intérieurs savent shooter de loin. Et je pense que c'est plus une adaptation du rôle intérieur qu'un retour des intérieurs dominants. Thomas, toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi, Théo, sur pas mal de choses. Thomas, toi, sur ce retour du jeu à l'intérieur, ça sort pas de nulle part, hein, voilà, on le dit, on l'entend, les fans en parlent aussi avec justement ces joueurs dont on a cités. Est-ce que tu partages, toi, cet avis-là et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton avis d'expert un petit peu qui fait le basket? Maintenant, on va avoir ton sentiment sur cette question-là d'intérieur. Ça Euh, passe pas. Ouais, bah moi, du coup, je suis plutôt d'accord avec Théo dans le sens où certes, il y a où certes, les joueurs qui, entre guillemets, dominent la ligue aujourd'hui sont des intérieurs parce qu'on parle notamment de Embiid et de Jokic en tant que favoris pour les titres MVP cette année. Mais je pense que c'est un peu trompé parce qu'en fait, ces joueurs-là, ils sont quand même hyper à l'aise dans tout ce qui est extérieur et tu regardes, ils jouent un peu, on va dire, comme des arrières des années 2000, dans le sens où ils vont prendre beaucoup de tirs à mi-distance. Jokic est limite le meneur de l'équipe, enfin, c'est même totalement le meneur de l'équipe de Denver. Donc c'est un peu trompeur. Donc ouais, je partage plutôt l'avis de Théo. Et en plus, quand tu regardes dans les joueurs qui prennent beaucoup de tirs dans la raquette, on va en parler tout à l'heure, mais Zion Williamson, c'est pas un pivot. Pourtant, c'est le joueur qui prend le plus de tirs proche du panier de la ligue. On retrouve des mecs aussi, genre Lavine, etc., qui sont des arrières. Et il y a un exemple qui a été très frappeur pour moi. C'est par exemple, là, Julius Randle, quand il a joué contre Dallas, je crois qu'il marque 44 points. Quand tu regardes les highlights, il y a pratiquement aucun tir dans la raquette. Il prend que des tirs à mi-distance. On dirait une mixtape de Kobe Bryant, tu vois. Donc, Alors que c'est un poste 4. voilà, donc c'est assez parlant, quoi. Mais, C'est ça. tu as raison hein, de le dire, de ces intérieurs dont on parle, effectivement, ils sont classés en tout cas sur la feuille de début de match comme poste 4, comme poste 5 pour certains. Quand on voit qu'un joueur qui est censé être un des rois aussi à l'intérieur avec son physique, etc., Giannis Antetokounmpo, poste 4, etc., qui même lui arrive à prendre des shoots à 3 points et à trouver son petit poste, son petit endroit où shooter face au panier, etc. C'est vrai qu'il y a cette évolution-là. Comment ça a évolué pour toi, Théo? Tu l'as dit, tu as parlé un peu de Daryl Morey, de ses côtés analytiques, etc. On continue là-dedans à fond là, depuis les fins des années 90, les années 2000, etc. Surtout les années 2000, 2010 maintenant, on passe vraiment sur du shoot à 3 points et du jeu basé essentiellement sur les extérieurs qui profitent aussi aux intérieurs avec l'évolution de la passe égale plus de possession, égale plus de shoot, égale plus de rebonds, égale plus de possibilités aussi pour les intérieurs de briller, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, et puis comme l'a dit Thomas, c'est intéressant parce que techniquement, on n'a pas affaire aux mêmes intérieurs. Et on ne leur demande pas le même rôle. Là où dans les années 90, on allait très vite demander à un intérieur de prendre place poste bas et d'enfoncer son adversaire pour finir proche du cercle. Là maintenant, dans la même situation où il se retrouve poste bas avec son défenseur, on va lui demander de kick out pour un shooter.
Et c'est très intéressant dans l'évolution parce qu'on voit qu'un joueur, notamment, l'exemple est très bon de Julius Randle, c'est qu'au final, ça reste un intérieur, même si c'est un 4 et que c'est pas un 5 pour le coup, mais ça reste un intérieur. Et c'est à lui qu'on demande de créer. L'exemple de Nikola Jokic est encore plus parlant. Maintenant, Nikola Jokic, dans son rôle à Denver, il monte la balle. C'est qu'à une époque, on n'aurait jamais vu David Robinson monter la balle avec les Spurs. Malgré qu'il soit très très fort, c'était pas le système de jeu de l'époque. Ça jouait pas de la même façon. Et du coup, c'est là où le rôle de l'intérieur évolue. Et je pense qu'il y a aussi place à ces intérieurs beaucoup plus middle. Type Brook Lopez. Enfin, Brook Lopez était fort à une époque. Dans le rôle qu'il a pris à Milwaukee, on le trouve moins fort, mais il est utile. Mais c'est ce style de joueurs-là qui sont adaptés en fait à un effectif que moi je considère comme des pivots un peu middle, qui ne sont pas des superstars. Ils trouvent un peu plus leur place qu'à une époque. Enfin, on parle quand même d'une équipe qui est favorite au titre. Et le pivot se nomme Jeff Green finalement. Parce que DeAndre Jordan, c'est plus un joueur de basket depuis 3 ans, à peu près. Thomas est bien placé pour le savoir, en tant que fan de Dallas. Et toi aussi, en tant que fan des Nets Yonim. Et au final, maintenant, on a des équipes qui sont favorites au titre avec des joueurs comme Blake Griffin ou Jeff Green à l'intérieur. Donc, en fait, l'intérieur ne prend plus la part importante du jeu. Le jeu ne se fait plus à l'intérieur. Un intérieur dominant peut aider au jeu et va aider son équipe à gagner et peut être la superstar, mais c'est plus l'essence du jeu, contrairement à l'époque, et c'est là où toute la différence se fait en fait. Mais l'exemple de Brook Lopez est pas mal parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que quand il jouait à Brooklyn, on était sur un intérieur, enfin un poste 5 classique, vraiment sur un mec qui avait du move un petit peu, qui... Oui, un petit peu beaucoup même. Oui, non, ouais, très, quand je dis un petit peu, je suis sur un Brooklyn, euphémisme. il a été monstrueux. Tu Dieu sait que pas je le l'aime, meilleur Brook marqueur de Lopez. ta franchise. Non, Alors... Dieu sait que je l'aime, Brook Lopez, mais voilà, quand je dis ça, c'est pour dire que voilà, il savait faire ça aussi, mais on n'était pas sur on n'était pas sur un poste 5 très moderne. Et c'est vrai il a eu au début, enfin sur sa fin de cycle à Brooklyn, il a pris un petit virage justement à, à s'adapter à cette NBA moderne, à répondre à des mecs voilà, qui pouvaient shooter de loin, être une menace aussi de loin, s'écarter. Et c'est vrai que l'exemple de Brook Lopez maintenant à Milwaukee, c'est ce qu'il fait. Et, tu l'as dit, très utile à l'intérieur dans la raquette. Mais aussi, c'est le rôle des intérieurs maintenant, c'est de pouvoir s'écarter, de pouvoir. Voilà, des intérieurs classiques, on va dire, qui ne shootent pas forcément. Il n'y en a plus tant que ça. Je ne sais pas si vous avez Moi, le seul que je vois qui est classique, c'est-à-dire pas très athlétique, qui se repose surtout sur on va dire, sur sa force et son gabarit, le seul que je vois comme ça, c'est Valanciunas pour moi, qui paraît quand même un peu plus classique. C'est-à-dire, c'est pas le mec super athlétique. En fait, aujourd'hui, pour moi, tu as deux catégories de pivots. Tu as soit le pivot hyper athlétique à qui on va demander de charbonner, prendre des rebonds, courir, contrer, genre Capella, Jarrett Allen, tu vois. Ou soit tu as le mec un peu hybride qui est capable de shooter, tirer, driver et tout, etc. Genre Embiid et Jokic, tu vois. Et après, tu as des mecs entre deux qu'on utilise juste vraiment pour le rôle. Par exemple, je pense à un gars genre Kelly Olynyk, tu vois. Genre à qui lui, on va demander de shooter et c'est tout. Mais ouais, pour moi, tu as cette distinction-là qui est faite. Et voilà, l'NBA, c'est devenu comme ça. Donc, tu as soit le mec super athlétique, soit le mec qui va te permettre d'écarter le jeu, ou soit le mec super fort, tu vois, genre Embiid, Jokic, qui va être hybride et capable de tout faire sur le terrain. Bon, on en parlera. Ce qui est intéressant, excuse-moi, Yannick, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, Thomas, c'est typiquement, il faut regarder aussi le rôle d'un DeAndre Ayton avec les Suns. Ouais. Au final, c'est quand même un joueur qui, dans ses années NCAA en tout cas, a prouvé qu'il avait un footwork assez solide, qu'il est fort physiquement, il peut être dominant physiquement, et où au final, on ne va pas lui demander les mêmes choses. Je pense qu'à l'époque, il sera arrivé drafté dans les années 90, mais va enfoncer tous les pivots que tu peux au poste et va essayer de me faire des matchs en 30-15. Maintenant, c'est pas ce qu'on lui demande, malgré qu'il a un meneur aussi exceptionnel que Chris Paul. On va plutôt lui demander de faire des contres et de protéger la raquette, parce que c'est vrai que là, on se concentre sur un peu un rôle offensif
des pivots. Mais maintenant, on sait que les pivots, maintenant, la grosse qualité qu'on recherche aussi, c'est être capable de protéger le cercle un minimum. C'est ça. C'est-à-dire qu'un joueur comme Brook Lopez, qui est pourtant pas hyper athlétique, en tout cas qui n'est pas surathlétique, c'est pas un surathlète, Brook Lopez, mais par contre, il est capable de faire 2 comptes par match, 3 comptes par match, quand il est vraiment concentré. Donc, c'est ça aussi maintenant qu'on va demander à un pivot, c'est d'être capable de protéger le cercle, de finir en alley-oop de l'autre côté. Et bah, si tu es fort, bah, dans ce cas-là, on t'utilise plus. Et si tu n'es pas fort, reste à faire ça, comme l'a dit Thomas, avec les très bons exemples qu'il a cités. Clint Capella, qui peut faire des matchs en 26-25, et puis Jarrett Allen ou ces joueurs-là. Je voulais parler quand tu as parlé de Valanciunas, notamment de ce style un peu encore hybride, qui est un peu à l'ancienne, on va dire, qui fait pas mal jouer son physique. Ça m'a aussi fait penser à un joueur comme André Drummond, par exemple, qui il est dans une catégorie à part parce qu'il là récemment il a voulu se prendre pour un meneur et Ils que ils sont deux dans cette catégorie. Il y a lui et Hassan Whiteside. Ouais, exactement, c'est les mêmes genres de joueurs. Mais voilà, c'est des pivots en tout cas qui ont pas forcément de shoot de loin. Quand je dis pas forcément, c'est pas du tout. Et qui imposent leur physique et voilà, qui essaient de jouer sur des capacités qui leur sont propres. C'est un peu les vestiges de ce qui reste. Qui vous avez en tête là qui peut rester aussi sur ces intérieurs un peu. Là, on se parle juste sur les postes 5, on parlera des postes 4 un peu après, mais là, juste sur les postes 5, voilà, qui pourraient s'adapter dans les années 90, 2000. Voilà, il y a des mecs un peu comme Howard, comme Dwight Howard avait pu le faire, comme DeAndre Jordan avait pu le faire, donc qui sont un peu cramés maintenant, qui sont de la old generation. Est-ce il y en a des comme ça, là, selon vous, euh, dans la NBA actuellement ou pas du tout? Moi, le seul qui me venait en tête, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Valanciunas. Pour moi, lui, c'est vraiment le mec tu sais, dont le jeu est basé sur les fondamentaux, tu vois. Donc, pour moi, il y a pratiquement que lui. Théo, tu as des noms en tête qui te viennent comme ça ou... Bah, C'est dur, justement, en vrai, je vous pose une ouais, question, c'est dur. N'hésitez pas si vous avez des noms aussi qui vous viennent en tête. j'étais en train d'y réfléchir et j'avais un peu un débat avec moi-même sur en fait, c'est sur les joueurs, comme l'a dit Thomas, hybrides, là, qui sont, enfin, pas hybrides, mais c'est ce qu'on appelle la plupart du temps des rim runners, donc tous les Capella, Jarrett Allen, Mitchell Robinson, tous ces mecs-là. Et au final, Capella, par exemple, je le mets à part des deux autres parce il a fini d'être formé physiquement. Lui, c'est bon physiquement, il est NBA. Et du coup, un joueur comme Capella, est-ce qu'il aurait pu exister dans les années 90 d'une autre façon? Parce qu'il a quand même un minimum de technique. Oui, il ne va pas pull-up à 3 comme Curry ou Lillard, mais il a un minimum de technique. Et du coup, un joueur comme ça, est-ce qu'il aurait été capable d'exister dans les années 90? Moi, je pense que oui. Parce qu'au final, dans une ligue où on avait besoin de verticalité, je pense qu'il aurait fait du bien à cette époque-là. Donc, enfin, on a besoin de verticalité aussi aujourd'hui, donc c'est pour ça. Mais honnêtement, à part Valanciunas, il n'y a pas. Si, moi je trouve qu'il y avait Aaron Baines à l'époque où il était au Suns, mais depuis qu'il est à Toronto, enfin Tampa, il s'est un peu perdu. C'est plus le même joueur, mais il y avait Aaron Baines aussi que je mettais dans cette classe-là, mais à un niveau moindre. Euh, Messieurs, pourquoi cette émission, enfin pourquoi qu'est-ce qui m'a aussi fait alimenter le débat, c'est j'ai vu là les déclats il n'y a pas longtemps de Christian Wood qui donc évolue aux Rockets, qui disait là cette semaine, je vous mets la déclat là, qui disait: j'ai dit au coach que je voulais conclure, je veux être le joueur qui fait ça, mon équipe a confiance en moi pour ça et je pense avoir fait du bon boulot. Conclure, c'est la prochaine étape de ma progression. Voilà, il a pas mal parlé dans la presse et je vous mets l'essence, mais en gros, l'idée, c'était d'être le franchise player de cette équipe des Rockets, être le futur de cette équipe des Rockets. J'ai regardé un petit peu les autres intérieurs, les postes 4-5, un peu comme Wood, qui pouvaient être voilà, les stars de leur équipe. J'en ai vu plutôt pas mal. On parlera des pivots dominants après, mais voilà, Embiid, Jokic, Zion, Julius Randle, voilà, pour l'instant, c'est les stars de leur équipe. On avait un Nikola Vucevic avec le Magic qui était vraiment l'option numéro 1 offensive. Christian Wood qui veut le devenir. Giannis Antetokounmpo, 4. Sabonis du côté des Pacers aussi, qui est
qui a un poste 4-5 qui est le meilleur joueur de son équipe, en tout cas l'option numéro 1. Un joueur comme Anthony Davis, Bam Adebayo. Bref, il y a pas mal de noms qui me sont venus en tête et qui ont été ou qui sont en tout cas actuellement les meilleurs joueurs de leur équipe. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Pour vous, c'est une évolution logique et est-ce que ça sera durable ou est-ce que voilà, c'est juste, comme disait Théo, des mecs qui sont bons et qui profitent un petit peu du changement de la NBA, J'ai pas dit ça. mais... J'ai dit ils se sont adaptés, j'ai pas dit qu'ils profitaient. Commence pas déjà à modifier mes propos. Bon, non, mais voilà, voilà, comme tu l'as dit, est-ce qu'ils se sont adaptés comme il fallait et est-ce que surtout c'est viable pour eux? Est-ce que c'est véritablement les meilleurs joueurs de leur effectif ou qu'est-ce que vous voyez quand je vous dis ces noms-là? Qu'est-ce que ça vous évoque? Des mecs comme voilà, des postes 4, des postes 5, Zion, Randle, Vucevic, Christian Wood, Sabonis, Bam Adebayo, Anthony Davis, etc. Qu'est-ce que ça vous En a... fait, ce qui est intéressant là, dans les noms que tu as cités, c'est que bon, je les ai plus exactement tous en tête, mais je pense qu'il y a au moins bien 80% des joueurs que tu as cités là qui sont capables de tirer à 3 points en fait. Donc c'est là-dessus que Théo a raison parce qu'ils se sont adaptés et du coup, là, on peut dire qu'ils profitent de ce qu'est devenu la NBA et pour affirmer leur statut de star ou de franchise player dans leur équipe respective. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les grands, maintenant, ils se sont adaptés au style de jeu qui va plus vite, où il y a peut-être plus de shoot, où tu cours plus, où ça tire plus à 3 points, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et je pense que dès que le joueur a le talent, bah, c'est possible que ça perdure, en fait, cette idée de 4 ou de 5 qui va être star de son équipe. Mais il faut juste qu'il s'adapte au jeu de la NBA parce qu'un mec qui, aujourd'hui, genre, qui sait pas tirer à 3 points, il sera jamais la star de sa team, en fait. Enfin, à part quelques cas exceptionnels, genre Zion Williamson. Mais Yanis, quoi. Ou Yanis, Ben il y a Simmons 3 ans. aussi, Embiid s'en va. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas. Et puis, au final, après, enfin, la plupart des joueurs, là, on parle quand même d'une case de joueurs très, très talentueux, mais que je ne mettrais pas au même niveau. Il y a des joueurs qui sont, là, on parle de joueurs qui sont All-Star indiscutables tous les ans. Il y en a qui sont lieutenants. C'est pas, ils n'ont pas tous le même rôle aussi. On leur demande pas tous la même chose. Mais c'est tous, à leur manière, en tout cas, des intérieurs dominants. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et au final, c'est là où on se rend compte que le basket, ça reste un sport de grands, finalement. Et au final, on aura beau faire tous les enfin, la ligue aura beau changer, 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 il y aura toujours des grands parce qu'au final, même si on met que des petits, bah, au final, si on met un grand au milieu de que des petits, bah, le grand, il va dominer au bout d'un moment physiquement. Et au final, c'est là où les grands, quoi qu'il arrive, ils auront toujours leur place en NBA. Maintenant, ils ont su s'adapter pour être des superstars de cette NBA-là. Eh ben, écoutez, euh, ça conclut un petit peu cette partie-là. On va lancer comme la deuxième partie. Justement, on va se concentrer sur les pivots. Il y a pas mal à dire. J'étais en train de regarder justement là l'effectif des Pels et c'est vrai qu'on a un joueur aussi comme Steven Adams qui peut être dans cette catégorie de pivots qui se concentre uniquement sur les fondamentaux et les écrans. Ça roule au cercle et puis on voit ce que ça passe, ça prend des rebonds. Et voilà, messieurs, on va se concentrer, si vous le voulez bien, sur cette deuxième partie d'émission tout de suite, sur cette notion de pivot dominant et sur les postes 5 en général dans la NBA actuelle. Et pour débuter cette deuxième partie de débat de cette émission spéciale de Time Out, messieurs, je voudrais avoir votre avis, votre définition à vous, personnelle, de ce qu'est un pivot dominant. C'est une expression qu'on utilise un petit peu à gogo, qu'on utilisait, qu'on continue d'utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot dominant pour vous? Moi, j'ai ma petite définition, mais je voudrais avoir votre avis. En gros, hein, je ne vous demande pas un truc Wikipédia ni la définition du petit Larousse américain, mais voilà, votre définition du pivot dominant, votre sentiment un petit peu là-dessus, Théo. Pour toi, un pivot dominant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on Euh, qualifie de pivot dominant actuel?
Un pivot dominant actuellement, La c'est. définition, c'est Embiid. Ouais, un peu. Non, C'est non ça. parce qu'après, même si malgré tout, je pense qu'Embiid devrait avoir le MVP, Jokic reste un pivot dominant pour moi. Donc voilà, après, pour moi, ils sont vraiment très peu en NBA, de pivot vraiment dominant. J'ai envie de dire, un pivot dominant est un pivot franchise player, superstar, qui fait gagner son équipe. Ok, Thomas, genre tu approuves. Bah ouais, clairement, moi, j'ai pas mieux. Pour moi, un pivot dominant, c'est un poste 4, 5, enfin surtout 5, mais que tu peux pas arrêter, peu importe l'aspect du jeu, quoi. Parce que, par exemple, il y en a qui peuvent considérer que Gobert n'est pas un pivot dominant, mais il est dominant dans une partie du jeu, c'est-à-dire la défense. Je Donc, suis d'accord, après, il y a cette question aussi. Il y a des joueurs qui sont dominants défensivement et pas offensivement. Gobert, par exemple, voilà, et Adebayo, c'est offensivement, pareil. Il est bah, très dominant défensivement. Maintenant, offensivement, il n'est pas encore dominant malgré qu'il soit très bon. Ok, donc ouais, hein, pour moi, un pivot dominant, c'est un joueur que tu ne peux pas arrêter, qui va être la star de son équipe, le franchise player. Donc ouais, ça rejoint totalement la définition de Théo. ok, donc on est sur une notion. J'avais un peu cette notion personnellement de physique sur le terme justement de dominance. J'avais pas forcément une catégorie statistique qui domine. J'étais plutôt parti sur. Enfin, moi, quand on parle de pivot dominant, j'ai plus en tête voilà, des mecs, des 6'10, des 6'11, voilà, qui sont physiquement impressionnants, qui sont pas forcément bons. Pour moi, peut y avoir des pivots dominants nuls. Ouais, Il bah, moi je Genre suis pas trop Drummond. d'accord avec cette définition-là parce que en fait ça c'est plus, enfin ça dépend ce que tu veux Pour appeler moi, par dominant. Parce que pour moi, si tu es dominant dans le il a les jeu, oui. caractéristiques. Il a les caractéristiques. Pour moi, il peut y avoir un pivot qui a les caractéristiques d'un pivot dominant, c'est-à-dire qu'il est grand, physique et qu'il a les clés en main pour être bon soit offensivement, soit défensivement. Mais ça peut être, je sais pas, justement, un mec Comme Steven Adams. euh, comme Adams, par exemple, pour moi, est dans cette catégorie des pivots dominants, mais voilà, de bas étage, on va dire, qui est très utile très utile à une équipe, pas de souci, et c'est important d'en avoir un aussi de temps en temps. Mais voilà. En fait, moi, quand j'avais cette fin, on me parlait de pivot dominant, en tout cas dans ma définition que j'avais et qui peut évoluer, et justement, c'est aussi pour ça que je veux votre avis là-dessus, j'avais pas forcément la notion de domination dans une catégorie statistique particulière. Mais c'est intéressant d'avoir Bah ouais, votre ouais. avis. Parce que moi, quand tu me dis dominant, je pense tout de suite à quelqu'un qui va avoir un gros impact sur le jeu, qui va avoir le plus gros des ballons dans la main et tout, etc., dont l'équipe va être un peu dépendant. Donc ouais, j'ai complètement. Bah justement, c'est marrant parce que j'ai complètement ignoré cette définition physique du mot dominant, alors Oui, que c'est la ouais, base du mot, tu vois. Et justement, je pareil. trouve que ça reflète pas mal de ce qui est devenu la NBA aujourd'hui. Parce que dans les années 90, un pivot dominant, bah, ça aurait été Shaquille O'Neal, tu vois. Le mec qui écrase tout le monde, voilà, puissant, rapide, il dingue sur ta tête. Voilà, aujourd'hui, c'est plus trop ça. Mais voilà, et moi, Mais c'est là où je rejoins Thomas, c'est qu'au final, là où je trouve que la définition ne change pas malgré qu'elle change, c'est qu'un pivot dominant, au final, c'est quelqu'un qui va changer, qui va obliger l'entraîneur à changer sa vision son plan de jeu pour lui. On parle notamment de Jokic, parce que après Jokic, c'est compliqué parce pour le coup, il est tellement imprévisible. C'est que quel que soit le plan de jeu qu'on lui met devant, il fera quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Donc Jokic, il a ce côté-là un peu imprévisible. Embiid, il a moins ce côté-là, mais il a le côté, par contre, tu peux faire ce que tu veux, quoi qu'il arrive. Si j'ai envie de faire ça, je le ferai. Et je trouve que Shaquille O'Neal, au final, malgré qu'il n'ait pas la technique des deux d'avant, il avait ce côté-là où tu peux faire ce que tu veux, quoi qu'il arrive, je ferai ce que je veux. Et au final, on voyait à l'époque les équipes à la draft qui prenaient des Shaq stoppers en deux ou troisième position, des mecs complètement nuls, qui au final qui étaient censés être juste bloquer le Shaq et qui ont pris 45 points et 25 rebonds sur la gueule, comme tout le monde, parce que Shaquille O'Neal était trop fort. Et au final, c'est ça un pivot dominant, c'est quoi qu'on fasse, il va obliger l'équipe adverse à changer son style de jeu ou à changer son plan de jeu, mais il va faire quand même ce qu'il a envie de faire. messieurs, j'ai bien entendu votre définition de pivot dominant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et quelle est votre définition aussi pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'un pivot dominant? La question que j'ai envie de vous poser, il y a des pivots en NBA, il y a ce qu'on appelle des pivots dominants. Depuis tout à l'heure, on en parle. C'est quoi les autres styles de pivot, du coup?
as parlé un peu des rim runners, etc. Est-ce que Théo, tu peux détailler un peu les autres profils que tu as en tête, même expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est qu'un rim runner. Tout est comme le port-salut, c'est écrit dessus, mais Ouais, voilà, pour ceux qui découvrent un petit peu, pour ceux c'est qui quoi ont les fait autres anglais profils LV3. carrément. Ouais, ben, un rim runner, en gros, c'est un joueur souvent on dit qu'il court de cercle à cercle, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est quand même assez physique, mais assez véloce, qui va être capable de contrer et de l'autre côté de finir en dunk sans porter la balle. C'est vraiment, il prend la balle, il la donne à quelqu'un, il court, il va mettre le dunk et il a terminé son action. Il a mis 2 points, c'est très bien, il a pris un rebond au début de l'action, et puis voilà. Mais et c'est un peu ça, un rim runner. Enfin, moi, le meilleur exemple de rim runner qui me vient en tête, c'est Mitchell Robinson. Après, je sais que ça va faire mal aux supporters des Knicks, qui le voient meilleur que ça. Moi, pour moi, c'est juste un rim runner. Voilà. Et non, tu serais étonné, Thomas, de la Knicks Nation, qui des fois peut avoir des À ce avis point-là, très surprenants. Peut avoir des c'est avis pas très... très objectif. Hein. Moi, je l'aime bien, Mitchell Robinson, mais c'est pas très objectif là pour le Ouais, coup. voilà, c'est ça. Et non, et après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Maintenant, il y a de plus en plus cette idée de pivot, entre guillemets, créateur, entre guillemets, même si j'aime pas exactement ce terme, mais de pivot capable de prendre le jeu à son compte sans être forcément dominant. Le meilleur exemple, c'est Bam Adebayo. Moi, je trouve pas qu'offensivement, il soit dominant. Par contre, il peut clairement faire un match à 10, 11 passes en triple-double. Et il aura créé le jeu, il n'aura pas juste attendu au poste bas et lâché pour un shooter. Il aura créé des vraies choses. Il aura été capable de prendre la balle en main, poste haut. Et quand Butler, notamment, est sur le banc, par exemple à Miami, après, on peut avoir aussi les pivots contreurs, enfin défenseurs, pardon, plus que contreurs, parce que c'est dur de les réduire juste au contre. Les pivots défenseurs type Rudy Gobert, Miles Turner, les pivots. Après, je sais pas, Thomas doit avoir d'autres rôles, parce qu'il y en a que j'arrive pas à classer, très honnêtement. Les joueurs Ouais, c'est Bah, difficile. moi, Comme je pose la question, moi, moi. Ouais. bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a des pivots en fait qui servent juste à écarter le jeu, tu vois, aujourd'hui. Bah, beaucoup. J'ai parlé de Kelly Olynyk un peu tout à l'heure. C'est un joueur que je pense que tu le vois, tu le laisses pas tout seul à 3 points. Il y a Brook Lopez, on en parlait tout à l'heure aussi. Donc, il y a beaucoup de pivots qui servent aujourd'hui à écarter le jeu, en fait. Ah, il y a des Je stretch sais, forts et il y a des ouais, stretch five voilà, maintenant. cette catégorie-là. Sinon, j'en ai pas trop en tête, quoi. Ouais, après, C'est assez stéréotypé, en fait, ce qu'un pivot est devenu ouais, aujourd'hui, je trouve. clairement. Mais je pense que c'est l'évolution de la ligue aussi, où maintenant, le jeu est quand même centré sur les arrières ailiers. Parce que moi, il y a quand même des ailiers très dominants, on n'a pas le choix, mais c'est quand même les arrières ailiers. Et du coup, le pivot, maintenant, il est censé aider l'arrière ailier à dominer. C'est-à-dire, notamment là, il parle du rôle d'un stretch five, par exemple. Et c'est typiquement ça. Ces joueurs-là, par exemple, on sait que quand Brook Lopez attend derrière la ligne à 3 points, ça ne veut pas dire qu'il va shooter. Mais ça veut dire qu'il laisse la place à Antetokounmpo de la porte. de faire ce qu'il veut dans la raquette. Et on a plein de joueurs comme ça, où on est là aussi, où les pivots sont là aussi pour laisser des pénétrations plus faciles, laisser de la place en pénétration pour leur meneur, arrière, ailier, en fonction de qui est le meilleur joueur de l'équipe. C'est vrai que voilà, si vous voyez bien comment est foutu le terrain de basket, effectivement, le pivot, logiquement, est sous le cercle. Si le pivot est plus sous le cercle, ça veut dire que le défenseur adverse le suit. Ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte et ça peut laisser la place à d'autres joueurs plus rapides ou plus physiques comme Yanis chez les Bucks d'éclater le cercle à leur guise. Messieurs, avant de passer au gros débat, si on peut appeler ça comme ça, sur Jokic et Embiid, je voudrais vous poser une petite colle avant. Je pense que ça va faire plaisir à certains aussi qui écoutent l'émission. Anthony Davis, DeMarcus Cousins, c'est les deux stars qui sont passés par les Pels notamment. C'est des postes 4 ou des postes 5 pour vous? Alors, DeMarcus Cousins, Bah, pour moi, c'est un poste 5. moi aussi. Mais après, Anthony Davis, pour moi, c'est un hybride. Ok. Bah, pour moi, c'est un 4 qui est devenu 5 par la force des choses, en fait. C'est ça. Donc, à la base, c'est un 4. Quand il se fait drafter, bah, c'est un 4. Il est tout frêle comme ça. Il est juste grand. Voilà, c'est un mec assez mobile, capable un peu de tout faire quand il arrive en NBA. Et puis, au fil du temps, tu vois la NBA progresser et ça devient une ligue, entre guillemets, qui devient un peu plus petite, on va dire, un peu moins dominante physiquement, qui s'appuie moins sur les capacités de force des joueurs, on va dire.
Je sais pas si je m'exprime correctement, mais On vous allez comprend. comprendre l'idée générale, quoi. Et voilà, il est devenu 5 par la force des choses, mais à la base, c'est carrément à 4. Hein. Ouais, en fait, Et c'est ça. Et en fait, le muscle, moi, je suis d'accord avec Thomas. Et le muscle qu'il a pris durant ses années NBA, en fait, a fait qu'il a pu jouer 5. En début de carrière, pour moi, il était vraiment capable de jouer 5. Il était beaucoup trop frêle, etc. Maintenant, il est capable de tenir un minimum un pivot. Il a été dans des classements d'Ipoy en jouant 20 minutes par match au poste 5. Donc, c'est devenu un vrai 5 après. Comme l'a dit Thomas, c'est cette espèce d'air un petit peu small ball, entre guillemets. Pas le small ball des Rockets, c'est un small ball normal. Et, c'est cet air un peu small ball qui a permis en fait à Davis de jouer 5 et d'ajouter une autre palette à son jeu. bon, voilà, pour c'est vrai que on a des fans des Kings aussi, et c'est vrai que Marcus Cousins fait partie des espoirs, des gros espoirs qu'il y avait sur le début les débuts des années 2010 sur DeMarcus Cousins et ce nouveau style de pivot voilà, qui allait écraser, dominer la ligue. Malheureusement, les blessures Il l'a et pas fait mal de pendant petites longtemps. choses ont fait que. Ah oui, non, carrément. Pas assez longtemps à Oui, mon goût, mais il l'a fait. et au goût de Un certains, peu. mais effectivement, il a marqué l'histoire sur quelques saisons. Messieurs, Théo, je te donnerai la parole après, tu défendras ton champion. Je voudrais quand même parler, si vous voulez bien, de ce débat qui agite la Ligue là, depuis le début de saison pratiquement au final. Et c'est cool d'avoir ce débat-là. On est sur une course MVP assez difficile à pronostiquer. On ne parlera pas des extérieurs, on ne parlera pas de Stephen Curry, de Damian Lillard, de James Harden, etc. On en a déjà parlé. Je voudrais me concentrer sur les deux hommes forts et les deux favoris au final de ce trophée de MVP. Ce sont Nikola Jokic et Joel Embiid. Théo, tu défendras ton champion. Je voudrais quand même avoir votre avis sur ces deux joueurs-là et sur leur style de jeu, sur leurs différences, sur est-ce qu'il y en a un qui est meilleur, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou pas. T'inquiète, Théo, j'arrive, Non, je non, te mais lance tranquillement. Mais, je vais te surprendre. Thomas, toi, ce débat Jokic-Embiid, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ton avis? Qu'est-ce qui te marque, toi, particulièrement sur cet affrontement de style, un petit peu, parce que voilà, on est sur deux pivots au style très différent, mais très efficace quand même. Du coup, Thomas. Mais du coup, c'est juste cette année en vue de la course MVP ou genre de manière générale? Bon, on va dire de manière générale, on se concentre un peu sur la course MVP après, mais voilà, de manière générale, en tout cas sur leur style différent. Est-ce qu'il y en a que tu préfères? Est-ce que tu es, en admiration sur l'un et pas sur l'autre? Voilà, est-ce Bah que... moi, non, moi c'est les deux joueurs que j'aime bien. Hein. J'aime bien Embiid et j'aime bien Jokic, mais j'ai une préférence pour Jokic. Parce que moi, en fait, j'aime beaucoup les joueurs qui font preuve de, en gros, vista un peu comme ça, qui savent être imprévisibles. J'aime, moi, j'aime beaucoup l'art de la passe en NBA et généralement. Donc voilà, moi, c'est toujours un joueur qui aime se reprendre avec. En fait, dans le sens où je vais dire que Embiid, tu sais plus ou moins ce qu'il va faire, tu vois. Tu sais plus ou moins ce qu'il va faire, mais il arrive quand même à le faire parce que justement, il est peut-être un peu plus fort, il a des capacités un peu plus techniques que 90% des pivots qui lui font face. Mais Jokic, il a ce côté imprévisible, un peu, je sais pas, tu sais, il fait des trucs, tu t'y attends pas, tu vois, et tu te dis, mais comment il a fait ça? Il va te faire une passe dans le dos, tu sais pas comment il a fait. Surtout qu'il est grand, il a un poids, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a un physique disgracieux, mais ce mec-là, tu le vois. Tu peux le Genre, dire. Je ce peux le mec-là, dire. genre, tu le vois à l'échauffement, tu sais pas qui c'est, tu te dis pas, c'est lui qui va me mettre un triple double sur la gueule. Alors que Embiid, tu peux te le dire, tu te dis, ah ouais, lui, il va falloir faire attention et tout, tu vois. Genre, donc voilà, c'est plus ce côté-là que j'aime bien chez Jokic, c'est qu'il sait tout faire. Donc là où Embiid, je pense qu'il est un peu moins complet, on va dire, du moins dans le domaine offensif. Oui. Nikola Jokic, je rappelle ses stats vite fait, le Joker, 26,4 points cette saison. On est sur 11,1 rebonds par match, 8,8 assists, presque en triple-double pour un pivot. C'est extrêmement rare. On a banalisé un petit peu ces performances-là, mais ce que fait Nikola Jokic sur le terrain, c'est assez incroyable. Théo, parlons. Ouais. Tu peux parler de Jokic avec grand plaisir, hein, mais je sais que tu voudras quand même défendre un petit peu
C'est cher. Joel Embiid, pour toi, tu préfères un Embiid qu'un Jokic dans ton équipe, par exemple? Enfin, ce que Alors, tu préfères, je sais pas. Enfin, c'est pas la question, c'est même pas ce que tu préfères, mais c'est est-ce que t'aimes aussi ce style de plus prévisible, comme semble le dire Thomas, de Joel Embiid? bon, c'est pas ce qu'a dit Thomas. Thomas, la seule chose qu'il voulait dire, là encore une fois, tu es dur en affaires. Parce que la seule chose qu'il voulait dire, c'est qu'il avait une palette offensive moins complète que celle de Jokic, ce qui est vrai, hein, totalement vrai. Une palette offensive moins complète, ce qui fait que ça le rend un petit peu plus prévisible. Maintenant, En plus, je suis désolé de te couper, mais c'est difficile d'être plus imprévisible que Jokic, oui, quand même. impossible. Moi, C'est à part Doncic, il y a pas un joueur que je franchement pas beaucoup. franchement, voilà, ça joue entre les deux, je pense, en termes d'imprévisible. Non, mais clairement, je suis complètement d'accord avec toi et je suis assez d'accord. Il a une palette offensive tellement large, Jokic, qu'il est impressionnant. Et très honnêtement, maintenant que Denver est remonté au classement, enfin, je ne vois pas comment il pourrait ne pas être MVP. S'il gratte une ou deux places encore, là, enfin, ça va être très compliqué d'aller le chercher pour la course au MVP, tant il est dominant, tant il est monstrueux, tant il sait tout faire. Et en plus, son lieutenant s'est blessé. Enfin, c'est impressionnant ce que fait Jokic cette saison. Embiid, ouais, parce que c'était la question de base. Sur Embiid, la question, c'est, et même là, je suis en train de penser à ça, est-ce que c'est le mec le plus, l'intérieur, en tout cas le pivot le plus chiant physiquement à défendre? Est-ce qu'on est vraiment sur. Oui, moi je Voilà, pense que oui. on parlait de notion de pivot dominant d'un point de vue statistique et surtout d'un point de vue physique. Là, on est vraiment sur la définition même du pivot dominant. On ne fait pas mieux à bouger, à Mhm. défendre. C'est chiant, Joel Embiid. Ah bah oui, 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 en fait, on voit que les intérieurs adverses ont énormément de mal parce qu'il est très physique, il est quand même plutôt rapide, et puis surtout, il a des fondamentaux, que ce soit en footwork ou même des fondamentaux techniques qui sont très, très, très solides. Et moi, c'est pour ça qu'il m'a frustré pendant longtemps, Joel Embiid, parce qu'en début de carrière, enfin, en début de carrière, ces 2, 3 dernières années, il avait tendance à vouloir beaucoup s'écarter du cercle et à envoyer Mm. 8-3 points par match, ce qui était hyper énervant parce que c'est pas non plus Steph ni Lillard, donc calme-toi. Et puis après, ensuite, et là, on voit cette saison notamment, il est calibre MVP aussi parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché du cercle. Il a joué beaucoup plus avec son mid-range, avec son footwork. Quelques fois, il lâche des très beaux fadeaway qui font très plaisir à voir. Mais voilà, en fait, Embiid, moi, là où je préfère, entre guillemets, Embiid plutôt que Jokic, c'est par sa polyvalence sur un terrain de basket. C'est-à-dire que Embiid, c'est l'un des seuls pour moi, c'est le seul pivot actuellement capable de dominer les deux côtés du terrain, offensivement et défensivement. Et donc, c'est là aussi où pour moi, se fait la différence entre Embiid et les autres pivots. C'est que il est trop fort. Autant je l'ai insulté ces dernières années, hein. Je vais pas mentir, je l'ai insulté. Mais autant cette année, il me fait plaisir à voir. Parce que Embiid, déjà, on a toujours eu ce questionnement de est-ce qu'il est motivé, il se donne à moitié, etc. Bon, cette année, il a dit pour une fois, il a parlé et il a assumé derrière. Parce qu'il a beaucoup parlé sans assumer. Là, au moins, il a assumé. Et puis, non, il est. Pour toi, ça va continuer comme ça? Enfin, on est sur le début de quelque chose de grand pour Embiid ou est-ce que c'est Oui, un peu un feu de paille après, à voir ce qui se passe, ce qui on se peut passe pas avec prédire, hein, mais Morey. Est-ce qu'à un moment, au bout d'un moment, il craque Daryl Morey et il nous chamboule tout l'effectif des Sixers? Mais en tout cas, oui. Mais alors, s'il fait ça, il est vraiment con parce que pour une fois que ça fonctionne, l'équipe, enfin, Oui, oui. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. il a Ah, pas bah, mal c'est pas d'intérêt moi à qui faire vais te ça. dire le contraire. Attends, on est premier de l'Est encore actuellement. Ah, Yonim. ah, Actuellement, j'ai dit actuellement. C'est pas sûr que ça se termine comme ça. Mais actuellement, on est encore premier de l'Est. Et en fait, c'est marrant, mais c'est ce qu'on dit depuis 2 ans que Simmons et Embiid doivent être entourés de shooters pour que ça marche. Il y a un mec qui arrive avec un cerveau dans le front office des Sixers. Il dit bon, bah, je vais mettre des shooters. Ah, bah, ça marche. C'est étonnant. Et ça libère aussi Embiid justement de beaucoup de ça parce que quand il devait se partager la raquette avec des Al Horford, ou encore ça a duré qu'un an et heureusement parce que c'était immonde à voir. Et du coup, Embiid aussi, on voyait qu'il ne trouvait pas sa place parce qu'on lui demandait de dominer, mais sans être tout seul dans la raquette, sans lui laisser de l'espace pour le faire en fait. On lui demandait de dominer sans lui laisser l'espace. Maintenant, il a l'espace, il a pris conscience de comment il pouvait dominer, et c'est là où je le trouve hyper intéressant. Et il a ce côté un peu plus où il a un peu plus ce côté leader d'équipe. C'est là où il a changé, je trouve. C'est que maintenant, il est plus dans le moi je mets mon 30-15 et ce que vous faites, je m'en fous. Mm. Maintenant, il est dans le truc venez, on va chercher le titre, les gars. Et je pense que c'est le déclic qu'il a eu depuis le shoot de Kawhi.
Et l'année dernière, on lui a mis un effectif de merde. Un effectif de merde. Enfin, mal construit, pardon. Pas de merde, mais mal construit. Et voilà, cette année, il est bon. Ça fait C'est plaisir. après le shoot de Kawhi, la photo où il pleure au retour des Ouais, vestiaires. ouais, je crois. Mm. Mm, mm. Bon, ça se comprend. Ça se comprend entièrement. Messieurs, j'ai votre avis sur Nikola Jokic et sur Joel Embiid. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à nous donner vos sentiments sur ces deux joueurs. Je voudrais vous poser la question d'un autre joueur, savoir où le placer dans cette hiérarchie des pivots. Tu parlais des pivots qui dominent surtout d'un côté du terrain. Là, c'est pas offensivement, c'est surtout défensivement. On a peut-être ce qui se fait de mieux défensivement dans la Ligue. En tout cas, la Ligue l'a dit avec ce trophée de meilleur défenseur de l'année. Messieurs, on va parler de Rudy Gobert. Rudy Gobert, notre cher Frenchie, on le place où dans cette hiérarchie des pivots actuellement? Top 3, top 4, top 5? Est-ce que c'est important ou pas ou on s'en fout un peu d'avoir un classement pour Rudy Gobert? Thomas, je vois que tu Bah, c'est tournes des que yeux. je vais pas vraiment savoir où le placer parce que pour moi, aujourd'hui, la NBA, c'est tellement focus sur l'attaque plus que sur la défense que, que je trouve que, en fait, c'est un peu un pivot qui est hors du temps, on va dire. Euh, Après, c'est vrai qu'en défense, bah, il change beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que quand je le vois face aux mecs justement qui se partagent le top 2, parce que je pense pas qu'il y ait des meilleurs pivots aujourd'hui que Jokic, Embiid, et je veux bien que quelqu'un me dise le contraire hein, s'il trouve des arguments, mais il aura du mal, je pense. Mais quand il se retrouve face à ces deux gars-là, bah, généralement, il vit un calvaire. Donc, Malheureusement. Ouais. tu vois, genre, c'est un peu difficile. Donc, ouais, il fait preuve de dissuasion. Et encore, quand il switch sur des petits, j'ai l'impression qu'il se retrouve sur beaucoup de highlights. Donc, voilà. Après la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas normal de vivre un calvaire face à, on en a longuement parlé, de ces deux-là qui dominent la ligue dans tous les sens du terme. Ouais, ouais, mais Est-ce que tous les pivots prennent pas la sauce dans Mais tous les quand tu cas es face à étiqueté Embiid? meilleur défenseur de la ligue et que tu es Rudy Gobert et que tu te dis et que toi-même tu te dis meilleur défenseur de la ligue, bah, tu fais un effort pour pas te prendre 50 points sur la truffe, quoi. et puis Ouais, non, ouais. Je suis peut-être un peu dur, hein, Non, mais mais- non, c'est je suis des assez chiffres, d'accord. tu vois. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Et puis, je pense que Jokic et Embiid, ça a été prouvé ces dernières saisons. Il y a des joueurs qui les ont très bien défendus, notamment sur la finale de conf. On voit qu'Anthony Davis et Dwight Howard, à deux, hein, ont fait un très bon travail pour ralentir Jokic le plus possible la saison dernière dans la bulle. Et en tant que fan des Sixers, je peux vous dire que Joel Embiid, il a passé un bon nombre de calvaires face à Marc Gasol. Donc, ou même face à Al Horford à l'époque des Celtics. Donc, c'est pas des joueurs qui sont presque inarrêtables, mais il y a toujours un moyen de les ralentir un petit peu. On ne peut pas les arrêter complètement, mais on peut les ralentir. Et je pense qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, là où il a du mal, c'est que ils ont trop de variété dans le jeu pour ne pas dominer Gobert. C'est Gobert, on voit que dès qu'il est à plus de 5-6 mètres du panier, il est en perdition totale défensivement. On sait que c'est très compliqué, même face à un pivot comme Jokic, qui n'est pas forcément plus rapide que lui, mais bon, qui est techniquement beaucoup plus fort que lui. Et du coup, on voit qu'il est tout de suite qui vient calvaire dès qu'il s'éloigne du cercle et dès qu'il n'est pas dans sa zone de confort. Et moi, c'est là où Gobert, j'ai du mal à vraiment le classer haut dans la hiérarchie des pivots. Vous mettrez qui derrière ce duo en pivot là, mettons, vous devez faire des All-Team NBA. Jokic dans la première, si on part du principe que ça sera lui le MVP. Embiid dans la deuxième, en partant du principe qu'il faut absolument un pivot dans les All-Team. Là, voilà, juste sur cette saison, en tout cas, est-ce qu'il y a un autre nom à part Rudy Gobert sur un vrai pivot, pas un poste 4 hybride bizarre, la Davis, Bah, un vrai pivot. tu peux mettre Capri là, mais au vu de la saison de Utah, normalement, il devrait y être. Hein. C'est Oui. pas, je pense que c'est pas un souci là-dessus. Mais Après, en fait, moi, je pense que sur. Vas-y, dis. ouais, non, mais en fait, après, c'est vrai que là, ta question porte sur les All-NBA Team. Donc, je pense que Gobert sera dans la troisième All-NBA Team vu le bilan de Utah et la saison qu'ils sont en train de faire. Maintenant, je pense qu'il y a des pivots que je mets au-dessus de lui en termes de niveau. Si on enlève ce côté résultat, enfin Bam classement en Adebayo, tout déjà. cas, Moi, déjà, Ouais. Bam Adebayo, je le mets devant.
Karl Anthony Towns, même si je ne suis pas fan du joueur et que je le trouve un peu surcoté, pour moi, il est quand même plus fort que Gobert. Et après, ça commence à être pas mal. Je regarde un peu. Ok. Je sais pas, toi, Thomas, tu as peut-être d'autres mecs. Si, Vucevic. Oui, il y a le cas Vucevic. Ouais, Vucevic, ouais. Pour vous, hein, Vucevic, en tant que pivot, c'est mieux qu'un Rudy Gobert. Après, ça dépend de ton Moi, style tu de me jeu. demandes de mieux, choisir, je prends Vucevic. Hein. Ouais, à choisir, je prends Ok. Vucevic aussi. Bah, je prends le mec qui est All-Star. Indiscutable. Enfin, pratiquement entre les deux, le mec qui est le plus All-Star des deux pour moi. Ok. Et puis Gobert, ça fait 2 fois qu'il est All-Star parce que Utah fait tellement une très bonne saison qu'il faut un deuxième All-Star et que c'est lui le deuxième All-Star de cette équipe. Mais cette saison, moi, si Utah est cinquième, Mitchell, il est All-Star tout seul. Hein. Ok. Ah ouais, je vois que. En, en fait, moi, en fait, moi, ce que je trouve chez Gobert, c'est qu'il est bon, mais pas forcément en défense sur l'homme, en fait. C'est Ouais. qu'il va avoir, comme je vous ai dit, un super pouvoir de dissuasion. Il va bien se déplacer aux alentours de la raquette quand il va pas défendre sur quelqu'un. Mais si tu l'isoles et que tu le mets sur un joueur qui est assez technique, ou du style Jokic, Embiid, ou je pense même à un gars genre, je sais pas, Vucevic, Adebayo, par exemple, aussi, je pense qu'il va avoir du mal s'il doit le défendre en un point. Je suis assez d'accord avec ça. Donc c'est surtout ça. Et en attaque, il apporte pas grand-chose puisqu'il n'a pas forcément de shoot ni de move de haut panier. Donc il va se contenter de finir près du cercle et de poser des écrans, ce qu'il fait très bien. Par Ouais. contre, poser des écrans, il le fait très bien. Ouvrir au cercle, il le fait très bien. Donc il apporte ça, mais je ne vais pas dire que c'est donné à tout le monde de le faire parce que voilà, ça nécessite quand même de la technique, mais c'est quand même plus simple que d'avoir des moves au poste du style Jokic Embiid, quoi, tu vois. Et même, Ok. même en parlant moins pro, moi, après, je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas et je pense que dans son évolution, Miles Turner, il peut être largement meilleur que Rudy Gobert dans le sens où il a beaucoup plus d'armes offensives. C'est que avec limite un physique un petit peu plus développé, en tout cas un peu moins fin. Donc après, c'est vrai qu'il est frustrant, Miles Turner, parce qu'on se dirait qu'il pourrait faire tellement plus. Il est plus fort techniquement que ce qu'il nous montre. Défensivement, il domine pas assez, machin, etc. Mais pour moi, Miles Turner, par exemple, je sais pas si je préfère pas avoir un Miles Turner qu'un Gobert dans mon équipe. C'est enregistré, ça sera diffusé sur les réseaux, Je sais mon cher pas. Théo. Là, Non, tu mais me désolidarises un petit peu. non, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai senti Thomas qui va Ça quitter tranquillement la conversation. Après, c'est Miles Turner, j'ai des doutes. Bah, en fait, non, après, c'est vrai qu'en termes de potentiel, c'est vrai que je rentrerai pas s'il en pouvait nous émission. Ouais, montrer non, ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a un shoot déjà. déjà, il a un Sur, shoot et je trouve que poser des écrans, il sait le faire aussi. Prendre des remous, il sait le faire aussi. Mettre des contres, il sait le faire aussi. Enfin, tout ce que fait Gobert, il sait le faire. Peut-être un peu moins bien que Gobert, je ne dis pas. c'est ce qu'on Mais il sait le disait, faire aussi. c'est ce qu'on disait d'Hassan Whiteside et c'est ce que lui disait aussi de lui-même Ah, mais, il y a ça 3 doit être ans ça, il avant y a qu'on se des rende fils qui compte se touchent aussi. avant qu'on se Ça rende doit être ça, compte il y a un que moment, ça te pète les plombs, tu sais pas pourquoi. non mais ok pour le cas Rudy Gobert avant de conclure cette émission, je voudrais parler d'un dernier joueur voilà, s'orienter vers un dernier joueur, messieurs. On va parler de Nick Claxton. Non, pas du tout, je rigole. On va Bon, parler bah, salut les gars, merci d'être venus. on va parler bien évidemment de Zion Williamson. Je vous en ai parlé en début d'émission. Je voudrais avoir votre avis sur Zion, qui, pareil, est considéré comme un poste 4-5, qui jouait 5 à la fac aussi, qui alternait entre 4 et 5. On sait jamais trop avec Zion, qui représente un peu ce nouveau style d'intérieur. Et Thomas l'a très bien dit, c'est la statistique à mettre en avant. C'est le joueur actuel de l'NBA qui marque le plus de paniers dans la raquette. De toute façon, il sait faire que ça. Il y a pas Et de qui en prend aussi, du coup. Oui, qui carrément. en prend aussi. C'est vrai. Parce que c'est Euh, un trou d'air défensif, le mec. Qu'est-ce qu'on pense de Zion? Qu'est-ce que vous pensez de Zion? On sait que voilà, c'est un joueur qui n'a pas pu terminer sa première saison comme on le voulait, avec une vingtaine de matchs. On voulait attendre d'avoir un échantillon un peu plus significatif pour le numéro 1 de la draft d'il y a 1 an et demi, pour avoir un avis un peu plus pertinent. Je pense qu'on est sur une 70 matchs à peu près, pas mal de records qui sont tombés pour le Zion. Théo, on termine par ça parce que je sais que c'est un joueur assez difficile à juger, mais je voudrais quand même avoir votre avis sur le Pels.
Ouais, bah, moi, ce qui me fait rire, c'est que après 1 an et demi de Zion en NBA, on a ce débat-là. Alors que après sa draft, il y a quand même des mecs qui nous disaient ouais, mais non, Zion, il faut le faire jouer 3. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un ailier, il fait 1,99 m. Ouais, ok. Mais au final, enfin, vous avez, rien que son postérieur, hein, ça suffit pour être un intérieur. Moi aussi, avec ses fesses, je suis en intérieur, hein. En NBA, il n'y a pas de souci, hein. Avec ses cuisses, pareil, je suis en intérieur. Non, mais enfin, après, pour moi, c'est vraiment, typiquement, c'est un mec qui a un poste. Pour moi, enfin, 5 c'est trop compliqué. Même s'il va dominer hein, sous le cercle, là, il va dominer. Mais c'est bien de lui mettre un 5 aussi, parce qu'on voit que Zion, il est capable de faire des matchs à 2 3 rebonds. C'est un trou d'air défensif. Enfin, défensivement, il sert à rien pour l'instant. C'est un très beau plot, très gros plot aussi, mais un très beau plot. Mais voilà, après Zion, il est monstrueux dans sa. Pour le coup, on parlait de dominance physique. Je pense que c'est un joueur qui illustre bien aussi la dominance physique qu'un joueur peut avoir et qui est allié avec une technique assez solide, hein, proche du cercle en tout cas. Mais c'est le typique exemple de l'intérieur à dominance physique, mais qui est pour moi trop petit pour jouer 5. Je ne sais Durablement. plus quel rookie avait joué contre. On l'avait fait défendre sur Zion. Et je crois que c'était un mec du Heat. Et qui disait à la fin j'en peux plus. Il m'a enfoncé tout le match. Euh, Moi, on m'avait prévenu, mais c'est trop dur. Enfin, tout le match, tu te prends un coup, deux coups, trois coups. Enfin, quand nous on regarde à la télé, ça a l'air d'aller. Mais lui disait sur le terrain, mais c'est un camion en fait qui te rentre dedans, Zion Williamson. Bah, C'est un camion. Thomas, toi, t'en penses quoi faut. du numéro de draft Mathieu Alors, Zion? moi, personnellement, je suis pas très fan du joueur, du style du joueur, ouais, du joueur. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis fan des gars genre Jokic, Doncic et tout, etc., qui savent un peu apporter de magie et de fantaisie dans le jeu. Non, c'est pas Zion. Je vais être- Pardon? C'est clair que c'est pas Zion, hein. Bah voilà, voilà. Lui, ça va être un peu, je drive, je mets mon épaule monstrueuse sur le joueur, je Mon Jean, drive, je mon Jean dunk Bonnet, et, ouais. et je mets mon lay-up avec un petit coup de fesse et puis voilà, tu vois. Donc, il n'y a rien à dire, hein, c'est efficace, ça fonctionne, il score. Je crois qu'il y a plein, comme tu l'as dit, il y a plein de records qui sont tombés de précocité, etc. Mais personnellement, je ne suis pas très fan et défensivement, bah, comme l'a dit Théo, il ne sert pas vraiment à grand-chose. Après, je pense que ça va être un joueur qui, lui, va dominer la ligue selon ta définition, Yonim. Mais à part ça, Facile voilà. épargné par les blessures, Ouais, je moi, il pense me que. transcende pas, tu vois. Non, mais je Je vais pas comprends. veiller jusqu'à 4h30 du matin pour regarder un match des Pelicans, par exemple. Tu vois. Ouais, bon, après, avec Van Gundy, c'est compliqué, mais c'est vrai que voilà, pour donner mon petit avis, pour terminer là-dessus aussi, Zion, ça fait partie des joueurs que j'attendais énormément. Forcément, numéro un draft, ça fait, si vous connaissez l'NBA, bah, vous le connaissez depuis 5 ans pratiquement maintenant. Si vous suivez depuis pas longtemps, vous êtes forcément tombé dessus sur des highlights ou quoi. Et c'est un joueur que j'attendais beaucoup et qui m'a impressionné. Alors, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus sexy de la NBA, mais. Au contraire, par exemple, d'un DeAndre Ayton qui était numéro un draft aussi, qu'on attendait, bon, qui n'avait pas le même impact médiatique, mais qu'on attendait comme un pivot aussi qui domine, qui le fait de manière un peu disparate avec les Suns et qui me laisse un peu sur ma faim, DeAndre Ayton, parce que j'ai pas le sentiment, enfin, il ne me dégage pas une sorte d'intelligence de jeu encore, DeAndre Ayton. Je la sens plus chez Zion. Je le vois plus capable de s'adapter, faire des. C'est pas des passes incroyables à la Jokic, mais il distribue un peu mieux le jeu. Mhm. Il part d'un peu plus loin. Et il y a un truc qui m'impressionne très fort chez Zion, c'est son second jump. Quand il récupère un rebond, la capacité qu'il a à remonter très vite au cercle et soit obtenir une faute, soit à marquer. Je crois qu'il y a, enfin, il y a pas mieux actuellement dans la ligue là-dessus. Ah, ça, c'est sûr. Théo, tu Bah, connaissais un peu. Il y avait Marvin il Bagley oui. qui était très bon là-dessus sur, Mm. sur ce second jump. Mais voilà, avec les blessures, c'est plus compliqué pour Marvin Bagley. Et ce que fait Ouais, mais Zion pour à moi, ce c'est pas un pivot, niveau-là, Marvin Bagley, hein, mais ça, c'est un autre débat carrément. aussi. Carrément. Mais voilà, en tout cas, tu l'as dit, Thomas, c'est peut-être pas forcément le joueur le plus sexy, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que pivot, pas pivot, on est plutôt quand même sur un poste 4, tu l'as dit Théo, Ah ouais, c'est un pivot. qui a besoin d'un. Bah, on savait pas s'il pouvait rivaliser avec des intérieurs dans la ligue. Au final, on se rend compte que voilà, il a besoin d'un mec comme Adams, d'un pivot un peu qui fait le sale travail pour lui. On va dire qu'il va poser ses écrans, qui va déblayer un petit peu au niveau du rebond et lui va en profiter. On est d'accord avec ça?
Ouais, après, par contre, je dis pas que Zion, c'est pas sexy parce que finalement, c'est une question de subjectivité. Je dis juste que moi, c'est pas forcément le basket que j'aime. Il y a des Ouais, gens moi, qui vont kiffer, les mecs qui sont tout en puissance et qui vont aller te claquer des dunks sur tout le monde. Moi, c'est pas trop mon cas et c'est pas trop mon kiff. Mais il y a des gens pour qui Zion, c'est ultra sexy, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent regarder les matchs des Pels juste pour voir Zion jouer au basket. Moi, je préfère regarder Jokic, quoi. Est-ce que la question que, pour terminer sur le cas Zion, avant de passer la parole Théo pour le jeu de la semaine, est-ce que on l'avait vu en début, c'était au milieu de saison, Zion poste 4 qui affrontait les Bucks de notre cher MVP en titre pour l'instant. Est-ce qu'il est capable de... Bon, il avait un petit peu galéré, les deux avaient fait des matchs offensifs assez dingues. Je parle bien évidemment de Giannis Antetokounmpo. Est-ce que un poste 4 comme Zion qui fait, on l'a dit, 1m98, 99 et qui fait surtout 130 kilos, 129 kilos, en tout cas selon les derniers 129, enfin bref. Est-ce qu'il est capable de défendre ce genre d'intérieur ou est-ce que voilà, faut le laisser sur des profils plus petits et plus mobiles? Est-ce qu'il est capable de se manger des bestiaux comme Yanis ou pas, selon vous? On l'a vu sur un match, mais à terme, pour vous, c'est possible ou pas, Théo? Zion sur des postes 4 comme, ou des postes 4-5 qui sont pas mal tankés quand même. ouais, bah, ouais, moi après Zion, enfin, j'ai, j'arrive pas à savoir en fait dans quel moule le mettre parce que j'ai l'impression qu'il y a des matchs où il va me montrer une certaine capacité de création entre guillemets, en tout cas une certaine qualité de passe, un minimum où tu as l'impression qu'il peut finir des matchs à 7 8 passes, mais en même temps il me frustre tellement sur plein d'aspects du jeu. C'est qu'avec le physique qu'il a, je comprends pas qu'il prenne que aussi peu de rebonds. Normalement, c'est un mec pour qui le double-double, ça devrait être automatique. Et ça l'est pas. Et je sais, en fait, j'arrive pas à comprendre ce joueur. Moi, je suis comme Thomas. Vraiment, il me stimule pas du tout. C'est pas forcément le basket que j'aime. Ça manque un peu de footwork, ça manque un peu de petits fade-away, de petits moves au poste. C'est vraiment trop de la puissance pure et dure. Après, je peux comprendre ceux qui aiment. Moi, c'est pas mon kiff. En tout cas, pour terminer là-dessus, je sais que j'ai eu des interviews comme quoi ses coachs l'encourageaient à prendre des shoots mi-distance et à faire évoluer un petit peu sa palette. Ouais. Il a que 20 ans. Ouais, c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Il a un gros seuil de progression, ça c'est sûr. Hein, parce qu'avec l'âge qu'il a, il a déjà les capacités physiques pour dominer 95%. Il faut que j'arrête avec mes pourcentages, mais ça va dire beaucoup de joueurs dans la ligue. Mais ouais, il a un gros seuil de progression parce qu'en défense, il a pratiquement tout à apprendre et en attaque, bah, faut qu'il se développe un petit shoot, sinon ça va devenir très très vite stéréotypé comme Yanis à un moment. Hein. Donc voilà, mais très très gros plafond, on va dire. Bon, en tout cas, un intérieur qui domine, qui va dominer sans nul doute s'il n'y a pas de blessure, notre cher Zion Williamson. Et c'est comme ça qu'on devrait terminer ces grosses phases de débat. Je vais quand même me retourner, me tourner, me tournicoter autour de Théo pour la dernière partie de l'émission. Tu nous as préparé un quiz comme d'habitude. Je te Ouais. laisse la parole tout de suite après ce petit jingle. Théo, la parole est à toi pour cette dernière partie de cette émission spéciale sur les pivots et les intérieurs dominants de la Ligue et de la NBA actuelle. Tu nous as préparé... bah, je te laisse la parole, dis-nous tout. Ouais. Alors, Je en fait, m'installe. j'avais plusieurs idées quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais leur faire, etc. Et je me suis dit, bah attends, tant qu'à faire, c'est le thème de la semaine, on va partir sur un quiz spécial pivot. Et du coup, j'ai deux possibilités. C'est vous qui choisissez quel quiz vous allez faire. Il y a un quiz très À quelle subjectif sauce où on va se c'est manger, moi. c'est ça? Non, il y a un quiz très subjectif entre guillemets, hein, mais où c'est moi qui ai décidé quelles étaient les 10 plus belles performances d'un pivot en NBA. Donc, il faudra retrouver les 10. Ou alors, Ok. il y a aussi les 10 plus grosses performances au scoring. Donc là, c'est des faits, c'est les 10 pivots qui ont le plus scoré pour leur premier match NBA. Donc, Premier match NBA. premier Bah, match attends, NBA? on doit dire juste le joueur. On Oui, doit oui, dire le le nombre joueur. de points Non, aussi. le joueur. Le nombre de points, je te le donne si tu veux. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, Et d'accord. vous préférez lequel?
Celui un peu all-time ou celui que sur les rookies pour leur premier match NBA? Thomas, je te laisse Franchement, décider. franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je vais être nul aux deux, donc Ouais, je dirais. Ah putain, je sais pas. J'ai choisis un- pour nous. Hein, j'ai envie de dire le deuxième. Le deuxième. Parce que le premier, j'ai des trucs en tête, mais il y en a tellement que. Ouais, ok, pas de souci. C'est Le subjectif, donc deuxième. voilà, on va se contenter des faits. On va se Voilà, contenter des bon, faits. bah, pour les faits, bah, du coup, c'est 10 pivots différents qui ont le plus scoré pour leur premier match NBA. Il y a des surprises, il y a des faciles. Je vais laisser Tu, la tu- parole à Thomas pour le premier. tu peux nous dire, il est à combien le moins. Enfin, le scoring, il est à combien le. Le premier est à 29 points pour son premier match NBA. Ok. Et le dixième est à 19 points pour son premier match NBA. Franchement, je pense qu'on aurait dû prendre l'autre parce que là, c'est tellement aléatoire finalement que Ouais, c'est vrai, je c'est sais vrai. pas. J'ai envie de dire Shaquille O'Neal, tu vois. Mais je sais même pas s'il est dedans. Non, il n'est pas dans les 10. Ah, putain, j'aurais pu dire ça aussi. Un pivot qui a. En vrai, il y en a un facile. Facile, facile, facile. Deux faciles. Il y en a deux faciles, pardon. Trois Ah même. ouais. Putain, en fait, non, il y en a plein de faciles. Il y en a trois faciles. Après, le reste, c'est plus difficile. Euh, Bill Russell. Ah non, bah oui, ok, ouais, c'était le seul facile qui était pas. Bon, non, Ah, Billy d'accord. Russell n'est pas dedans. Ah putain, on a pris les deux pierres. Non, Est-ce mais qu'on a le bon. droit à d'autres chances ou pas? Ou c'est Ouais, juste ouais, une ouais, réponse bah oui, je vais vous donner deux chances parce qu'il y en a des vraiment pas faciles. Bah, si, il y a Wilt, non? Wilt Chamberlain? Will Non? Chamberlain? Eh ben non. Ah ouais? Non, c'est plus moderne que C'est ça. facile. David Robinson. Oui, Ça devrait y être. David Robinson est quatrième avec 23 points lors de son premier match face aux Los Angeles Lakers. J'en Il ai y moins. a... Est-ce qu'il y a Olajuwon? Il y a Hakeem Olajuwon qui est troisième avec 24 points contre les Dallas Mavericks. Non. Il en reste un facile, vous en avez trouvé deux. Karim Abdul-Jabbar. Tout à Non. fait, monsieur, et qui est premier du classement avec 29 points face aux Comment ça? Pistons de Détroit. Et là, bon courage les garçons. C'est si dur que ça ou c'est vraiment. Il y en a des durs, il y en a des faciles. Genre, il y a un mec qui est encore NBA que j'aurais jamais mis dans ce classement-là. Mec qui est encore NBA. Ah, J'aurais des- jamais mis dans ce classement. Non, bah non. Max Plumlee? Non, non, non plus, non, il est plus jeune que ça. Allez, je vais même te donner l'année, c'était en 2015. Donc c'est un mec drafté en 2015, c'est bon. 4. Non, 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 que j'aurais pas mis dans ce classement-là parce que enfin, il est en NBA, mais il n'est pas en rotation non plus. Hein. Il est en bout du banc. Mais il jouait l'année dernière. Hernan Gomez. Il jouait. Qui? Willy Hernan Gomez. Elle Non, est il joue à Hernan Détroit. Gomez. Il joue à Détroit, il joue à Détroit. Il joue à Détroit actuellement, drafté en 2015 et au bout du banc. Ouais. Il a été drafté par. Ah, vas-y. Comment il s'appelle? Okafor. Tout à fait. Jalil Ah ouais. Okafor est deuxième de J'avais- ce classement-là avec 26 points contre Boston. Ouais, il était fort en sortant de la fac hein, quand même. Ouais. Ouais, c'est tout. C'est le seul moment où il était fort encore. Ouais. Il en reste combien là? Là, il vous en reste 6. Vous avez trouvé Six. 4. Vous n'en avez trouvé que 4. Hein. Et ils sont connus, pas connus Alors, il y en a des vieux, il y en a des moins vieux. Alors, on va partir par le 10e, qui a été drafté en Vas-y. 2004, qui est numéro 2 de draft. C'était un pivot défensif, numéro 2 de draft, 2004. qui a un nom de famille qu'on a déjà dit dans cette émission. Ah, c'est Emeka Okafor. Emeka Okafor, tout à fait. 19 points avec les Bobcats contre les Wizards. Ouais. Ah putain, c'est vrai qu'il est. Alors, Ouais. ensuite, il y a un joueur qui a été MVP à seulement 23 ans, qui a été drafté en 72. Donc, bon, ça, c'est... MVP à 23 ans, t'as acheté en 72. Ouais. Je sais pas. Moses Malone. Non. MVP en 72. Il est drafté en 72, MVP en 75, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de vous chercher un peu plus de renseignements sur ce jeune homme. Ouais, je réfléchis. MVP en 75, c'est un peu dur. Hein. Ah, là, il faut remonter la machine à remonter Il a le temps. joué, il a été drafté, il a joué 5 ans aux Braves de Buffalo. Après, il a joué aux Knicks, aux Celtics, aux Pistons, aux Nets, aux Lakers, aux Sixers.
Voilà. Il a joué au Nets. Il a joué 1 an au Nets en 80-81 avec Julius Erving, je pense. Ouais, bon, du coup, je l'ai Si pas. je dis pas de bêtises. Non, ça me dit vraiment rien. Il s'appelle Bob. Monsieur Bob Cousy. Bob Petit. Non. En 72, c'était un peu trop vieux. Bob, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. C'était Bob McAdoo. Ah ouais, bah. Ah oui. Après, Non, les peut-être autres, Je l'ai pas, Bob McAdoo. Ouais. c'est que des vieux, donc je pense que vous ne les trouverez pas. Donc en 10e, on avait Emeka Okafor. En 9e, on avait Sean Rooks. Donc un pivot qui est drafté dans la même année que Shaquille O'Neal ou encore Alonzo Mourning et qui n'a rien donné. Hein. Il a fini backup du Shaq aux Lakers, mais voilà, c'est tout. Après, on a Bob McAdoo, Bill Cartwright en 7 avec 22 points, tout comme Bob Lanier en 6, Michael Thompson en 5, un joueur qui avait été drafté. Ils les auraient jamais trouvés. Et voilà. Et c'est bon, après, le top 4, vous l'aviez, c'était David Robinson, Hakeem Olajuwon, Jalil Okafor et enfin Karim Abdul-Jabbar. L'autre était plus facile. Vous n'avez pas choisi le plus facile des deux. Bon, ça n'est pas trop mal sorti, Thomas, moi, je trouve. Sortir le Okafor, Robinson, tout ça, ça n'est pas trop mal sorti. Ah bah ça aurait pu être mieux quand même. Je pense Ouais. qu'on aurait dû prendre le premier quiz. J'en avais déjà 2-3 en tête, tu vois. Genre, On peut le faire rapidement. Ouais. Vas-y, il est quelle heure? Je crois qu'on a commencé. Oui, ça fera 1 heure. Allez, vas-y, soyons fous. Allez. Vous aimez bien de toute façon, je sais que vous aimez bien les quiz, chers auditeurs. Jouez avec nous, essayez d'être moins nuls que nous. Vas-y, Thomas, t'en avais en tête là? bah, déjà, je pense qu'il y a les 100 points de 8, je pense. Tout à fait. Il doit y avoir. Est-ce que tu as mis plusieurs fois le même joueur ou pas? Alors, oui. Ou non? Oui. Il y a Il doit y avoir 2 fois Robinson, non? David Robinson? David Robinson, je l'ai mis qu'une fois. Parce qu'il y a un moment où il a marqué 60 et quelques points, non? Un truc comme ça, et il y a son quadruple double. Donc, il y a au moins un des deux. J'ai mis l'un des deux, j'ai mis le 71 points pour le titre de meilleur scoreur de la NBA. Ouais, donc voilà. C'est vrai. Après, bon, je vais vous en aider. Il y a un match où c'est un joueur qui ne joue pas pivot, qui joue pivot sur ce match-là, mais qui toute sa carrière a joué meneur. Donc là, normalement, vous devez l'avoir. Et qui a Robertson. Ouais. Non, c'est Magic Johnson. Magic. Ouais, Magic. Je l'ai mis parce que bon, c'est quand même. Je pense que c'est une des plus belles performances pour un mec qui a joué pivot, quoi. En finale NBA, un 42-15-7, c'est propre. Oh. Ouais, ça va, il y a pire. Oh. Il y en a un autre de Wilt. Il y a son match. Je sais plus les stats. Je sais plus, la stat, elle tourne tout le temps, là, chaque année, sur les réseaux. Là. Il doit y en avoir un où il a pris, genre, je sais plus combien de rebonds, genre une trentaine de rebonds et marqué. En 60, 30. Non, alors oui, j'ai choisi un match, c'est le record de rebonds dans un match. Donc il finit en 34 points, 55 rebonds. 35 rebonds. Ça n'a aucun sens. Voilà. Mais est-ce qu'il y a 55 rebonds dans un match déjà actuellement? Je suis même pas sûr. Hein. Ça dépend des matchs. Franchement, en moyenne, je pense pas. Il faut voir c'est qui a la plus grosse moyenne, mais. Il a en prendre 55 sur un match. Wow. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Il vous reste une, deux. Qu'est-ce que tu peux. Ah oui, bon, j'ai triché un peu, j'ai mis 2 performances d'intérieur. Enfin, 3 de poste 4. Mais de poste 4 très fort. Dont un, Thomas, que tu devrais connaître très, très, très bien. Genre, il y a Dirk dedans. Genre, il est grand, genre, il est européen. Mais quel match de Dirk? Tiens, vas-y, trouve le fait top. Ah, il est parti, Thomas. Ah, Thomas nous a quitté. Qui dès qu'on parle de Dirk, sous émotion. Ouais, c'est ça. On va le réinviter. J'espère qu'il va pouvoir revenir nous parler de Dirk. Ah, c'est une bonne question. Sinon, je ne tricherai pas, je ne te donnerai pas les réponses le temps où il n'est pas là, Yannick. Non, mais t'inquiète, je cherche d'autres perfs. C'est vrai que. Pense déjà à des gros. J'ai pris que des gros là. Que des vrais gros. Enfin.
Ouais. Moi, tu m'as dit des postes, des intérieurs, des postes 4, je sais pas. Il y a quand même des postes 5. Il y en a un qui joue actuellement encore. Euh, un Howard, non? Non, vraiment plus récent. Hein. Drafté en Un 2012. Yannick. Drafté en 2012? Ouais. Attends, si je dis pas de bêtises. Ah non, peut-être pas. Blake Griffin? Non, bah non, justement. Ah non, je te dis une connerie. Il est drafté en quelle année, ce truc? Je te dis ça tout de suite. Ah, je me suis complètement trompé. Il n'est pas du tout drafté en 2012. Ah bah si, il est drafté en 2012. Il est premier de draft en 2012. Euh, c'est qui le premier de la draft en 2012? Bah, c'est qui le premier? C'est pas Griffin en 2012? Non. Griffin, c'est 2011. Ah, putain, c'est qui après? C'est 4 après? Non. Non, 4, c'est récent. Non, 4 c'était que 2015, ouais. C'est qui après? Putain, 2012 après, c'est la draft de Kyrie, non? Non, toujours pas. Bah non, parce que le premier choix de draft, Kyrie, c'est un premier. C'est un Ah premier. bah ouais, je suis. Euh... Je sais pas. Lamar Odom. Non, Non, mais je c'est un sais joueur pas. qui domine actuellement. Bon, allez, vas-y, je vais vraiment t'aider. Ah, mais c'est Embiid. Mais non, il a gagné le Ah bah titre non, Embiid, l'année ça me dit pas. dernière. Bah, c'est monsieur. Ah putain, bah, c'est notre cher monsieur Mono Sourcil. C'est ça. Et il a fait une énorme perf. Bon, tu as trouvé le joueur, donc je vais te donner la perf, parce que la perf, elle est compliquée à trouver. C'est le 21 Ok. février 2016. Il nous a pondu un petit 59 points et 20 rebonds sur les Pistons à 24 sur 34 au tir. C'est qui ça? Désolé pour le bug. Hein, Pas de souci. C'est On Anthony parlait Davis. Ah d'Anthony ouais. Davis. Et du coup, bah, Dirk, puisque tu l'as trouvé, donc Dirk, le match que j'ai choisi de Dirk, c'est forcément le Game 1 face au Thunder en finale de conf en 2011. Ah ouais. Avec le record de lancer franc en playoff, là. 48 points, 24 sur 24 au lancer. Ouais. Alors qu'il y a KD en face qui lui met 40 points, mais Dirk était trop fort cette année-là. Ibaka, il avait bien mangé ce soir-là. C'est ça. Il vous reste du coup 1, 2, 3 joueurs à trouver. Ah non, 4, pardon. Euh, 4, sachant qu'il y a un pivot qui me paraît tellement évident, tant il a été dominant tellement d'années. euh, Il n'y a pas un Moses Malone par là, non? Non, un mec plus récent qui a gagné des titres dans les années 2000. Des titres, des titres. comment il Shaq? s'appelle? Ah oui, Non, monsieur. bah non, c'était Ah, Shaq. Bah oui, quand même, Shaq. Comme performance j'allais dire du Shaq, un mec qui joue Spurs, par j'ai exemple. pris le triple-double à 15 contre. Ah ouais. Donc le monsieur, enfin, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce match, Shaquille O'Neal a décidé de mettre 24 points, de prendre 28 rebonds et de mettre 15 contre en un seul match. Ça va. Ça va. Juste ça. C'est plutôt pas mal. Et en Et plus, quel monstre. c'était face aux Nets. Ouais, mais ça, c'est un détail de l'histoire, ça. C'est pas important. Tim Duncan, est-ce qu'il est dans ta liste? Ouais, Tim Duncan, il devrait y être. Non. Il y a un mec qui a. C'est pas un adepte des gros matchs, mais. Il y a le gros rival de Wilt Chamberlain. Bill Russell. Ouais. Et voilà, Bill Russell, lors d'un Quel game. match? C'est le Game 7 en 62, où donc dans un Game 7, Bill Russell a décidé de mettre 30 points et de prendre 40 rebonds. Ah, ça va. Ça va. Petit dimanche, c'était un petit dimanche. Il reste du coup un poste 4 des années 90, Dream Team. Charles Barkley. Charles Barkley, voilà, et le pivot des années de la même époque, le pivot. Du coup, Charles Barkley, le match que j'ai décidé de choisir, c'est un Game 7 lui aussi, où il a mis 44 points et 24 rebonds. C'était en demi-finale de conférence contre les comment ça s'appelle, les Sonics de Sean Kemp. Ok. Voilà, il vous reste un joueur à trouver, un poste 5. Des années 90 aussi? Des années 90. Alonzo Mourning? Non, plus fort encore. Mais genre vraiment plus fort. Genre vraiment plus fort. On a dit Shaq, on a dit Hakim. Non, bah voilà, c'était Hakim. Ah, on n'a pas dit Hakim? Ok, d'accord. Hakim Olajuwon. Ah, j'étais persuadé.
C'est dans un game Non, on en parlait tout à l'heure, mais pas là. dans un game 6 en demi-finale de conf, il a décidé de mettre 49 points et 25 rebonds. Ouais, bon, bah ça va, c'était pas si subjectif que ça, alors, ton classement. Bah, oui, non, mais j'ai pris quand même des énormes perfs avec des énormes joueurs. Il fallait que ce soit trouvable. J'allais pas Bon, prendre des. J'ai hésité à prendre le quadruple-double de Nate Thurmond. Ah ouais, je pense pas qu'on aurait trouvé ça, donc, hein. On est arrivé. 49-25, Jokic, il le fait tous les week-ends, ça va, c'est rien ça. Il Attends. aurait pu être dans ton classement, en vrai, hein. Ouais, Franchement, je te jure que j'aurais pu trouver des perfs de Jokic, même des Marcus, hein, le gros match qu'il fait avec les ouais. Pels, où il fait, je crois, un 45-20 avec 9 passes, un truc monstrueux. Ou avec 10 Le match passes. de Capella en 20-20, là, et c'était pas mal non plus récemment. Ou En 20, en 24-25, Ouais, non, mais même, il y avait le Kevin Love en 30-30 aussi. ouais, Ah ouais, c'est vrai. c'est Avec- L'époque vrai. Minnesota. Ouais. Bon, n'hésitez pas en tout cas à nous donner vos. Parce que là, c'est Théo qui a fait son classement, même si c'est des grosses perfs, un peu subjectif. N'hésitez pas à nous dire aussi si on en a loupé Si j'en ai des, oublié, venez m'en parler sur des, Twitter. des grosses perfs. N'hésitez pas à nous et à nous mentionner sur les réseaux. Mais si on va terminer cette émission là-dessus, on a passé pas mal de temps quand même sur ce petit quiz, sur ces deux quiz même de fin d'émission. Et c'est toujours intéressant de parler des anciennes gloires de la NBA aussi. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis à nous en parler un petit peu plus. On sera une joie de répondre et de débattre avec vous sur ces questions de MVP, sur ces questions de pivot dominant, sur ces questions d'intérieur, d'évolution de la ligue, etc. On est là pour ça. On se retrouve, nous, très très vite pour une émission plus classique, on va dire, avec un format plus habituel, justement, pour retrouver comment dire, cette course-là avant la fin de la saison, ces derniers instants avant la fin de la saison, c'est les derniers moments. Et ça va s'avérer très passionnant. On va voir si les Nets vont réussir à passer devant les Sixers pour cette première place de la conférence Est sur ces derniers matchs. En tout cas, on se retrouve très très vite. Je vous dis à ciao. Je vous dis profitez bien de l'NBA. Reposez-vous. Faites pas comme Théo et pas comme moi. Reposez-vous. Regardez des matchs NBA quand même et kiffez Bien sûr, bien. toujours. Ciao. Ciao. Salut.